J'étais pas quelqu'un qui rêvait d'être écrivain, qui même y pensait, j'écrivais beaucoup de poèmes, de nouvelles, des choses comme ça. J'étais pas un grand lecteur non plus. Je dirais que petit adolescent, je préférais lire Black le Rock au Club des 5. Et puis, ce que j'évoque dans le film qu'on vient de regarder, mais il y a quelques livres, il y a évidemment ce livre de Hubert Selby, Last Exit to Brooklyn, que j'ai dû lire vers 15-16 ans, je pense, qui a été vraiment impressionnant pour moi. Mais il était impressionnant par la violence, la saleté, la sexualité aussi torride, et ce côté inexorable qu'il y a dans le bouquin. C'était ça qui m'excitait. Je pense que c'était plutôt de l'excitation adolescente dans ma façon de sentir le bouquin. Et l'écriture n'est venue que parce qu'il a fallu que j'écrive. Quand j'étais aux États-Unis, que la fille avec qui je vivais m'a proposé de produire un court-métrage en me disant on va voir, comme ça tu verras si tu sais parler à des acteurs, tu verras si tu sais passer ta caméra, etc. Mais pour cela, il faut que tu écrives une histoire. Donc il a fallu là que je me mette à écrire. Et donc de fil en aiguille, après j'ai écrit plusieurs scripts qui n'ont pas abouti, qui ne sont pas transformés en film. Et puis lorsque je suis rentré en France, je suis rentré en France, j'avais plus de 40 ans. Donc c'était pas facile de trouver du travail, et en tout cas dans le cinéma, je n'en ai pas trouvé. Donc il a fallu que je trouve autre chose. Quelqu'un m'avait conseillé, je dois dire. Quelqu'un m'avait conseillé, c'est Philippe Garnier, qui m'avait fait 2 pages dans l'IB sur mon film, qu'il avait trouvé formidable. Et on avait sympathisé. On avait une même passion pour les Cramps. J'étais évidemment un grand lecteur de rock et folk et un amateur de cinéma. Donc, lorsqu'on s'est rencontrés à Los Angeles, je me souviens de la première fois où on a passé l'après-midi à l'Esplendé, il m'a montré les premiers studios de Charlie Chaplin, des choses comme ça. Et donc lui m'avait dit, si tu rentres et que tu veux écrire, et que tu n'arrives pas à trouver du boulot dans le cinéma, dans l'édition, il y a 2 types à voir, François Guérif et Patrick Rénal. Voilà, c'est les 2 que j'ai vus. Et donc, n'arrivant pas à travailler dans le cinéma, je me suis mis à écrire j'ai adapté, enfin plutôt j'ai transformé un script en livre. C'est mon premier livre, Skull, qui raconte l'histoire des disques pirates. Et ça, c'était avec Patrick Rénal. Et 1 an ou 1 an et demi après, je suis rentré en contact avec François Guérif, qui avait vu mon film. Et je me suis dit, il faut vraiment que j'arrive à placer un bouquin, ce serait formidable. Et donc, comme il le dit, il l'avait bien compris. En fait, mon premier bouquin était comme il aimait beaucoup mon film, je me suis dit, je vais lui faire une adaptation du script. C'est moi qui avais écrit le script de mon film. Donc je lui ai fait une version qui, au fur et à mesure de l'écriture, s'est un petit peu transformée, mais qui se passe entre le 16e arrondissement et la banlieue nord. Voilà. La musique, on parle d'une époque où il n'y a évidemment pas Internet, il n'y a pas MTV, il n'y a pas de chaîne de clips, même les vidéoclips n'existent pas. Les premiers disques que je vois, ce sont des disques que mon frère a laissés chez moi lorsqu'il a quitté la maison. Je me souviens d'une compilation. Sur la photo, on voit un gamin en train de fumer une cigarette. C'est une espèce de photo un peu à la Man Ray, solarisée. Et il y a une face qui est une face des Who, et l'autre face qui est une compilation de morceaux de Jimi Hendrix. Donc j'ai commencé, voilà, ça. Je me souviens de l'album Noir c'est Noir de Johnny Hallyday, ça doit être 66, je ne sais pas si je l'ai écouté en 66, mais des trucs comme ça. Et donc vraiment l'initiation à la musique, je me souviens achetant une compilation du Velvet Underground, un double album. Je pense que je l'ai acheté en début 72, fin 71, début 72. Et pourquoi j'ai acheté ça, c'est que je m'étais mis à lire rock et folk. Je ne comprenais pas très bien ce que je lisais, puisque c'était, mais je savais, enfin, je supposais que c'était là qu'il y avait des choses importantes. Donc ça prend un certain temps, c'est comme apprendre une langue par soi-même, avec les automatismes. Et 71-72, c'est quoi? C'est l'apparition de T-Rex, c'est le début du glam, c'est la musique. Moi je portais des plateformes boots avec des pantalons serrés, je me suis laissé pousser les cheveux,
J'allais à l'école, il y avait marqué Slade, là, comme ça. Tu vois, c'était vraiment... et plus Laurie, très rapidement, David Bowie, Iggy Pop. Iggy Pop, oui, voilà, enfin, j'entends parler d'Iggy Pop par un article de quelqu'un qui est très important pour moi, comme beaucoup de gens qui aiment le rock de ma génération, qui est Yves Adrien. Janvier 73, il écrit « Je chante le rock électrique ». Moi, j'achète et je le lis à l'époque, et ça change ma vie. Vraiment, les Pretty Things, je me dis « Ah bah oui, je connais pas, il faut que j'achète ». Bo Diddley, oui, c'est formidable. Enfin, toutes les références qu'il donne, cette façon d'appréhender la musique, qui préfigure le punk 4 ans plus tard. Il est déjà là. Donc les choix musicaux deviennent des choix esthétiques, des choix de vie et de rêves adolescents évidemment. Ça reste des rêves d'adolescents, je vis chez mes parents, je suis un petit banlieusard, je suis un gamin qui ne fait pas de bêtises. Mais donc cette vie fantasmée, elle est là et elle se vit au travers de Iggy Pop, les Stooges, The Velvet Underground, John Cale, Nico, David Bowie. Et tout ça, c'est que de la bonne musique et qui ouvre sur autre chose que de la musique. Lorsque le mot rock décadent existe, bah décadent, ah bah il y a aussi des auteurs décadents, mais c'est quoi? Mais ça veut dire quoi? Huysmans, qu'est-ce que c'est que ce type? Donc il y a des choses qui commencent par capillarité à arriver, on commence à étendre comme ça. Et oui, la musique, je dirais, de 72 à 83, 84 pour moi. Donc ça fait plus d'une dizaine d'années, c'est vraiment un marqueur. Les disques passent évidemment avant les filles, la musique passe avant les nanas. Je ne parle pas avec des gens de mon âge, mais je ne parle pas à des gens qui vont écouter Wishbone-Ash ou Emerson Lake and Palmer. Au lycée, on casse les disques des gens, enfin voilà, on est des petits cons. Mais vraiment, littéralement, on casse les disques. Tu vois, un type qui amène, je me souviens, les types qui amenaient Grand Funk Railroad. Donc ça, c'est, je sais pas, 71, 72. On imposait le Velvet, allez hop, on va mettre Sister Ray, et puis bon, je crois qu'il y a eu ça dans plein de lycées, plein de gens de ma génération comme ça. Mais ça te forme, d'abord ça te forme le caractère, ça te permet de te définir par rapport aux autres. Ça te donne un sens aussi de l'esthétique. Les fringues, le genre de femme avec qui tu veux aller, enfin voilà. Et évidemment, c'est un long processus. Pratiquement, la chance aussi, c'est que le rock est en train de terminer d'exister comme musique signifiante. Donc, 73, disons le glam rock, de manière. 74, c'est les Sparks, c'est des choses comme ça. 75, c'est Dr. Feelgood. On revient à un truc essentiel, le pop rock. 76, on nous parle déjà des punks. Moi, je me souviens, fin 76, on parlait, j'ai raté les Sex Pistols au chalet, mais j'ai vu les Stinky Toys à l'époque, le groupe dans 1984, un peu plus tard, dans Refresh, voilà, ces choses-là. Donc la scène punk, là, je suis dedans, tout en étant banlieusard, c'est vraiment la musique que j'écoute, et en dehors de ça, point de salut. Il y a quelque chose de la violence, presque des religieux. Et je pense que c'est normal, c'est bien d'être comme ça quand on est adolescent. Pour le cinéma, il apparaît au moment, sachant que je suis banlieusard, le cinéma que je vais voir d'abord, c'est en 75, 76, c'est principalement un cinéma pornographique, car il est en salle. Et il y a quelque chose de sidérant de ne pas avoir 18 ans, d'entrer dans une salle et d'avoir sur des grands écrans, car à l'époque, c'était encore sur des grands écrans, des actes sexuels. Et on se disait, à chaque fois qu'on sortait, on disait, mais elles sont où ces femmes? Elles sont où? Et on imaginait, on faisait des calculs du nombre de films qui sortaient dans l'année, et si on pouvait mettre toutes ces femmes dans une même ville, quelle serait la taille de la ville? Et on rentrerait dans cette ville, il n'y aurait que des actrices de porno. Donc il y avait ça, cet aspect-là. C'est aussi l'initiation, d'une certaine façon, adolescente. Et c'est aussi une manière de voir la sexualité
C'est-à-dire que je me souviens, j'étais très très étonné, mais de voir dans un film un acte homosexuel. C'était très déstabilisant, puis en même temps on se disait bon, ça va pas durer longtemps, hein. Mais ça, d'une certaine façon, ça permet aussi de neutraliser tout ce qui pourrait être des réactions qui auraient été agressives, comme la plupart des autres gamins. On était encore dans une époque, tu vois, où c'était compliqué ces choses-là. Pour le noir, c'est avec les salles d'art et essai, comme j'expliquais dans le documentaire. Il faut acheter Pariscope, des films noirs, et puis apprendre, aller voir des films, aller en voir 2 tous les soirs, chaque fois qu'on est à Paris, parce qu'il y a toujours ce problème de récupérer le dernier métro, le dernier train, rentrer en banlieue, etc. Et donc de se faire pas aller vraiment à la cinémathèque. La cinémathèque, elle est encore à Trocadéro, c'est trop loin. Quand tu arrives de Gare du Nord, tu vois, tu vas tout droit et puis tu descends jusqu'à Saint-Michel à Paris. Puis voilà, Saint-Michel, Odéon, boum, il y a toujours des bonnes salles. Même, tu peux rentrer dans un cinéma. Tu vas voir un petit chef-d'œuvre des années 50. Donc voilà, le cinéma, il se forme comme ça. J'ai une grosse... Je pense que c'est aussi vers cette époque-là que je suis sous vraiment l'influence d'À bout de souffle. Le personnage de Belmondo, Poicart, me plaît, je crois que c'est Poicart qui s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça. Me plaît énormément, cette façon de parler, cette veste, cette dégaine, les boyards. Tu remontes, tu descends les Champs-Élysées, le doigt sur le sein de Jean Seeger, pourquoi tu mets pas de soutien-gorge? Voilà, il y a des flashs comme ça qui sont dingues. Évidemment Melville dans ce film. Je me dis qui c'est ce type-là, c'est incroyable. Quelle est votre ambition? Devenir immortel et puis mourir? Trouver une phrase comme ça. Donc tu vois, c'est des apprentissages. D'un seul coup, on se dit, on peut parler avec classe et avoir de l'impact. Voilà. Et en même temps, les années 80, tranquillement, je gagne de l'argent sans trop travailler. Et donc j'ai du temps pour faire des choses. Et je rencontre des gens qui font des disques pirates. Moi j'ai des cassettes. Je suis fan des Cramps. J'ai vu les Cramps en 80 quand ils sont venus la première fois, etc. C'est un groupe qui m'ouvre aussi dans la musique plein de choses. Donc je travaille avec ce type, en tout cas je lui fournis des cassettes, il m'explique ce que c'est de faire des disques pirates, donc je l'accompagne. Et puis peu de temps après, quelques années après, dans les années 80, le hasard fait que je rencontre Marc Dorcel. Et donc je passe un petit peu de temps avec cette deuxième vague de la pornographie. Ce que j'avais vu avant, en 75-76, c'était ces gens qui avaient fait des films avant cela, qui n'étaient pas des films érotiques, et qui n'avaient pas trouvé d'autres moyens pour gagner leur vie, s'étaient mis à faire des films pornographiques. Mais ils avaient un sens classique du cinéma, présentation des personnages, entrée de chambre, choses comme ça. Dorcel, c'est la vidéo. Donc c'est une chambre, un lit, 2 filles, un type, et puis voilà, on monte, on emboîte ça comme on peut. C'est une nouvelle façon de voir et de consommer la pornographie. Mais en même temps, c'est un vrai producteur de films X. Et c'était quelqu'un de très élégant, loin des stéréotypes, loin des clichés qu'on peut avoir d'un type de la pornographie. C'est aussi un hasard, comme beaucoup de choses, dans ma vie. Je deviens copain avec un type qui a énormément de cassettes. Et donc on fait des échanges de cassettes, etc. Et je me souviens, il avait des concerts de Nico en 75, c'était difficile à trouver. Il n'y en avait pas beaucoup, de bonne qualité. Et il me dit, bah voilà, je sais pas comment, mais il connaissait des gens qui avaient cette radio, qui pour les gens qui connaissent Saint-Ouen, qui se trouvaient dans une rue qui est en face du stade de football, où il y avait le Red Star, l'équipe de Saint-Ouen. Et il me dit, tu as plein de disques, tu connais bien la musique, est-ce que tu peux venir, est-ce que ça t'intéresse? Et en fait, a posteriori, ce que je me rends compte, c'est que j'ai dit oui, j'avais avec des disques et puis on faisait nos machins, mais ce que je comprends a posteriori, c'est que j'arrive à parler dans un micro sans être trop embarrassé. Je ne dis pas que je parle le mieux du monde, mais il y a des gens pour qui c'est un petit peu plus facile que pour d'autres. Je crois que c'est pas trop difficile pour moi. Et donc pendant 1 heure, avec ce type-là, on tient une émission et on boit. Une fois j'ai tellement bu que j'ai débranché le... comment
s'appelle le câble, et il n'y avait plus de transmission. Donc on s'amusait bien. Oui, il y a deux films qui, je pense, doivent être de fin 75 ou 76. Christophe Beer serait là, il pourrait vous dire la date exacte de la sortie. Il y a un film qui s'appelle Candice Candy, qui était avec Sylvia Bourdon et Béatrice Arnois, qui est un film qui m'avait beaucoup plu. Il y avait une vraie perversité, parce qu'il y avait une sorte de fausse naïveté dans un des personnages, et il y avait quelque chose enfin maintenant il faut mettre sans cesse des guillemets, etc. Mais il y avait une scène de viol rêvé par une femme qui était jouée par Sylvia Bourdon, qui était vraiment géniale, vraiment impressionnante dans la façon dont c'était fait. À tel point que lorsque j'ai essayé de faire un groupe de rock punk, j'avais appelé mon groupe les Candice Candy. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'on a fait un concert au Golfe de Rouen. Je crois que c'est sous le nom de Candice Candy. Parce qu'on s'est appelé les Sweet Lips, et ensuite on est devenu les Candice Candy. Donc là c'est le premier film. L'autre film que j'ai beaucoup aimé, c'est un film de fin 75, c'est un film qui s'appelle Langue de velours. Et qui est, j'avoue que je ne sais plus qui est le réalisateur, mais qui est vraiment un film, je ne sais pas pourquoi, c'est difficile d'en parler parce que les gens ne l'ont pas vu, mais il y avait une espèce de réalisme dans la possibilité de pouvoir rencontrer cette fille qui se met à errer pour trouver des hommes comme ça, comme une sorte de prédatrice, ça se dit prédatrice, prédatrice sexuelle qui saute sur les hommes, etc. Alors ça c'est les deux films français que j'ai beaucoup aimés. Il y a quelques films américains qui une fois de plus, je pense, prouvent que le cinéma américain est meilleur que le cinéma français. Il y a un film qui s'appelle, je crois que c'est Fantasy Lane, avec Jamie Gillis, que j'ai adoré. Et il y en a un autre, là j'allais vous dire le titre, mais là le titre m'échappe. Ça va me revenir tout à l'heure. Ah oui, The Opening of Misty Beethoven, voilà, qui est aussi un film avec Jamie Gillis. Et Jamie Gillis est un acteur de film porno qui est décédé il y a 2 ou 3 ans, qui à mon avis était un type absolument impressionnant. Un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va faire, je pense, soit un docu, soit un biopic sur lui, parce que c'est un mec vraiment bien. Et j'ai failli, je l'ai croisé, j'ai pas osé l'importuner. J'étais dans une soirée et je regrette de ne pas lui avoir parlé. Je pense qu'il aurait été flatté en plus, qu'un Français lui dise je vous paye un verre, mais bon, c'est comme ça. J'ai déjà, de part, peut-être, hein, là je ne suis pas certain d'ailleurs de pouvoir l'affirmer, parce que je n'ai pas réfléchi véritablement à la question, mais de par la façon et de par les goûts que j'avais dans la musique, de ces gens qui ne trichaient pas, qui allaient un peu plus loin, évidemment Iggy Pop, ou même John Cale, qui à mon avis est une forme d'extrême aussi dans sa façon d'être, et la façon dont il part du Velvet, même ce qu'il dit maintenant encore sur le bruit. J'ai toujours eu de la curiosité et de l'intérêt pour les talents extrêmes. Alors le mot extrême est très galvaudé maintenant, c'est presque un fonds de commerce, mais lorsque j'ai croisé des dessins de Farrell, j'ai vu des dessins d'une telle violence qu'il n'y avait aucune forme de morale qui pouvait les soutenir ni les excuser. Et donc je me suis dit, mais c'est vrai qu'on est presque au niveau de ce que certaines personnes peuvent sentir, ressentir lorsqu'elles lisent des pages du Marquis de Sade. Ou dans les 120 jours de Sodome, on est dans quelque chose d'absolu. Ou de chez Guyotta, par exemple, où on touche à l'intolérable, l'inadmissible, etc. Et chez Farrell, il y a ça, mise en scène. Tous ces dessins sont vus très souvent, enfin la plupart de ces dessins sont vus d'un point de vue extérieur, qui met en scène 1, 2, 3, 4 personnages, où la femme est toujours extrêmement dégradée, extrêmement abusée, avilie selon les situations, en pleurs, en douleur, en souffrance. Et techniquement, je ne suis pas un technicien du dessin, mais on peut, surtout sur un dessin pornographique ou érotique,
on peut tout de suite voir si la personne a ce qu'il faut de technique pour pouvoir faire une profondeur de champ, les rapports entre les jambes, les bras et la poitrine. Et ce type-là l'avait. Voilà, c'était vraiment... il sortait, il n'y avait pas photo. Il sort de tout le fond des mecs qui font des dessins pornographiques. Bon, voilà, et puis je gardais des dessins. Et un jour, Christophe Beer me dit, j'ai l'adresse de Joe Farrell, on peut aller le voir, est-ce que ça t'intéresse? Donc j'avais déjà à cette époque évidemment développé vraiment une forte relation amicale avec Christophe. J'étais très content de pouvoir aller voir Joe Farrell. Et on est retourné le voir plusieurs fois, on lui a acheté un certain nombre de dessins. Donc on développait, enfin on construisait une collection d'une certaine façon, tout en découvrant un peu qui était cet homme. Et Christophe, qui est quelqu'un qui est extrêmement plus courageux que moi, m'a dit on va essayer de faire un bouquin. Donc on en a parlé à plusieurs éditeurs. Et au bout d'un moment, Christophe a décidé de le financer lui-même. Donc comme ça, il aurait un contrôle parfait, personne ne le gênerait. Et il m'a demandé si j'étais prêt à l'aider au niveau de l'écriture et comment on pourrait définir les différents chapitres. C'est comme ça que j'étais embarqué dans cette histoire. Et j'en suis très content. C'est vrai que c'est évidemment un livre qui n'est pas pour tout public, loin de là. Mais bon, voilà, c'est vraiment un objet dont je suis fier. Il y avait forcément des restes de la passion que j'avais pour les États-Unis, ce que ça représentait, une nouvelle fois par rapport à la musique. Ce que les États-Unis représentaient en termes de musique, je l'avais déjà un petit peu comment dire, consommé ou assouvi au début des années 80 ou même à la fin des années 70 quand j'étais à New York. Donc je cherchais où était le Max Kansas City, je cherchais où était la première factory de Warhol, j'allais traîner à St. Mark's Place, Alphabet City, les deux premières rues, pas les autres parce qu'à l'époque c'était trop dangereux même le jour, East Village, voilà, tout ce qui maintenant a disparu de toute façon. Évidemment la 42e, à 3 h du matin, être sur la 42e, 78, je peux vous dire que c'était être sur une autre planète. Surtout qu'il en reste rien. Ah bah c'est terminé. C'est des vendeurs de t-shirts, c'est Disney qui a repris ça. On voit passer des bus de japonais. Alors que c'était vraiment le sleaze absolu. Vraiment. C'était avec des fous de Dieu, avec des dingues. Vraiment, il fallait regarder quand même. C'était en plus dangereux. Enfin, dangereux. Il fallait pas se promener avec le panneau « Je suis touriste et j'ai beaucoup d'argent dans ma poche ». Il fallait faire gaffe. Mais c'était très bien. Et une nouvelle fois, ça me fascinait parce qu'il y avait, évidemment il y a quelque chose de l'extrême dans cette façon de rentrer dans ces boutiques qui vous vendaient toutes sortes de films, des petits Super 8, des petits machins, ce monde comme ça, peut-être de détraquer mais aussi de vieux types, voilà. Tout ce qu'il peut y avoir autour des sex shops de cette époque-là, cette consommation du sexe, les peep shows, qui étaient absolument incroyables là-bas, et les peep shows qui étaient sur 5 ou 6 étages. Et c'était pas comme en France, il n'y avait pas de vitre. Donc il y avait plus qu'une conversation avec les filles qui performaient, les types qui nettoyaient. Enfin voilà, c'était très sale, mais c'était vraiment intéressant. Et donc voilà, quelques années après, en fait, effectivement, il me restait de cette passion pour les États-Unis. J'avais été aussi sur la côte Est au milieu des années 80. La véritable raison, en fait, je l'ai dit plusieurs fois, et c'est vrai, c'est que j'avais la possibilité d'être accueilli par une fille pour qui j'avais beaucoup de sentiments, avec qui j'étais sorti un peu lorsqu'elle vivait en France, et qui avait accepté de m'héberger. Donc je me suis dit, bon, voilà, si elle m'héberge, je verrai bien. Et donc voilà, il n'y avait pas de plan préconçu, je suis vraiment parti en me disant, je vais prendre des vacances qui vont durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, on verra après. Donc il n'y avait aucun plan. Donc c'est vrai que si parfois quand j'explique les choses ça a l'air très facile, là j'ai pris un billet, je suis parti,
Elle m'a mis en rapport avec une productrice, j'ai sympathisé avec cette productrice, on s'est vu plusieurs fois, on parlait français. Elle m'a dit mais le cinéma, je lui ai dit j'en sais rien, moi le cinéma, oui je vais au cinéma. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je sais pas. Bah, tu voudrais travailler dans le cinéma? Bah oui. Mais travailler dans le cinéma, c'était porter des cafés, c'était... voilà, donc mais ça s'est fait comme ça. Alors c'est pas que ça s'est fait facilement, c'est que ça s'est fait de manière hasardeuse. Donc c'est différent. Et après, il y a... Mais par contre, c'est vrai que je résume ces années-là, mais entre 92 et je crois que c'est 97 ou 98, le moment où je fais mon court-métrage, je travaille comme music supervisor de 92, 93, 94. 94, je suis viré de Stargate. Fin de 94, 95, 96, je ne travaille pas du tout. Mais je ne travaille pas parce que je ne trouve pas de travail. D'un seul coup, il y a une réalité qui me tombe dessus où je n'ai pas besoin de l'évoquer, mais c'est un moment qui est vraiment difficile. Et qu'est-ce que je vais faire? J'ai des problèmes de visa, enfin vous voyez. Elle commence dans ces années-là. Elle commence dans ces années-là parce que je vois les scripts américains, je vois comment ils travaillent, je comprends ce que c'est que de préparer une scène, de comment on négocie, de comment on ment aux acteurs, comme, enfin, on ment tout en séduisant. Voilà, et en plus, je suis dans une très bonne position parce qu'en tant que music supervisor, je ne suis pas dangereux. Donc à partir du moment où je m'entends bien avec le réalisateur, il n'est pas gêné que je sois là. Je ne suis pas un espion du producteur, je ne suis pas quelqu'un qui va juger, son ego ne va pas être flétri. Donc je suis vraiment comme une mouche sur le mur et puis je peux regarder ce qui se passe, et j'essaie de comprendre. Et donc là j'apprends vraiment comment on fait du cinéma. Et donc je commence à écrire, et c'est compliqué, c'est très compliqué. Un, c'est très compliqué d'écrire, parce que si ce n'était pas compliqué, tout le monde le ferait. Deux, c'est d'autant plus compliqué que je suis obligé d'écrire en anglais. Et que très rapidement, je m'aperçois que je ne peux pas écrire seul en anglais. Je peux parler, je peux être compris, au fur et à mesure des années, mon anglais s'améliore, je suis confortable, mais écrire, c'est totalement différent. Donc il faut que je trouve des partenaires. Et trouver des partenaires quand vous n'êtes rien, vous n'avez pas d'argent, vous voulez faire des films, c'est très difficile parce que tout le monde doit faire ça. Donc toute cette période-là est compliquée. En plus, quand vous avez une idée, que vous la partagez avec quelqu'un, vous arrivez à séduire, enfin oui, à séduire et à convaincre quelqu'un de travailler avec vous, vous allez faire un bout de chemin ensemble, 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis au bout d'un moment, vous apercevez que vous n'entendez plus avec cette personne. Mais elle a mis sa patte sur le script. Donc vous êtes collés. Donc c'est une histoire qui est foutue. Enfin vous voyez, et ça recommence, il faut en trouver une autre. Donc vous apprenez à d'abord à essayer, je crois, enfin, réfléchir et à penser aux différents concepts et comment on peut organiser des histoires. Voilà. Et après il y a le court-métrage. Court-métrage, bon, je m'aperçois qu'un court-métrage ça sert à rien en tant que tel, parce que les salons qui passent des courts-métrages, ça sert absolument à... Enfin, pour moi, ça n'a servi à rien. Mais je continue à écrire des histoires, et en fait, ce n'était pas calculé, ce n'était pas voulu comme ça, mais c'était une merveilleuse carte de visite à attacher avec le script de La Loi des Armes, qui en fait, à l'époque, s'appelait The Call. Parce que c'était cette histoire de quelqu'un qui attendait un coup de téléphone, et comme c'était avant les portables, une voiture était arrêtée à côté d'un fond, d'un bouffe, puis une cabine téléphonique, puis allait téléphoner, etc. Donc voilà, les deux choses sont arrivées à peu près, enfin, les deux choses allaient bien ensemble. Et un producteur que je connaissais me dit, bah écoute, on peut essayer de faire le film. Voilà. Alors c'est pareil, ça ne s'est pas fait en une journée, ce n'était pas si simple que ça. Les financiers ne voulaient pas de Jeff Bridges, ça a pris 1 an pour les décider. Ils voulaient que je prenne certains des types qui jouent dans ces films de voitures qui vont vite, là. Fast Run Fast. Fast and Furious. Voilà, Fast and Furious. Alors, dès qu'il y avait un Gugus qui était plutôt mignon dans un de ces Fast and Furious, il me disait bah, pourquoi tu prends pas ce type-là comme rôle? Alors c'était compliqué, parce que moi je suis rien, il faut arriver à négocier, il faut... Enfin,
une fois que Jeff Bridges est d'accord pour faire un film avec moi, tout le reste est beaucoup plus facile. Parce que les gens, vous n'avez pas cité par exemple Noah Wyle, qui était un excellent acteur, vraiment, et en plus un individu structuré, avait envie de travailler avec Jeff Bridges. Il n'avait pas envie de travailler avec Dominique Format, je ne savais pas qui j'étais. Donc le fait de dire, bah, voilà, il y a un film qui se prépare avec Jeff Bridges, il y a des gens qui venaient aux lectures. C'est comme ça que j'ai rencontré Noah Wyle. Moi je ne connaissais pas Urgence. Et je voyais bien que c'était quelqu'un d'important parce que autour de lui, ça papillonnait. Mais en fait, on s'est tout de suite bien entendu parce qu'il est très sympathique. Et Peter Green, par contre, c'était beaucoup plus compliqué parce que mon producteur n'en voulait pas. Parce qu'il avait déjà une très mauvaise réputation. Et mon producteur, enfin un des producteurs, m'en a voulu je prenne Peter Green parce qu'il a considéré que je le mettais vraiment, enfin je l'avais menti, que j'avais un peu manipulé pour obtenir Peter Green. Mon argument il était simple, c'est qu'en face de Jeff Bridges il fallait un type qui soit quand même très costaud. Je ne vais pas prendre un de ces gringalets qui fait Fast and Furious, ça aurait été ridicule. Et donc Peter Green était compliqué parce que c'était un homme déjà à cette époque-là qui était dans de sérieux problèmes. Et que c'est sa nature d'être compliqué. Mais je ne regrette pas. Je regrette pas quand je revois le film. Metchalami est venu comme ça. C'est mon casting directeur qui m'avait proposé de venir. Extrêmement gentil, extrêmement sympathique. On a un peu parlé évidemment de David Lynch. Donc c'était quelqu'un qui bossait bien. Et Maurice Chestnut, moi j'ai été le voir, il n'était pas encore très important, c'était pas quelqu'un un frémissant, c'était un de ces blagues qui était frémissant. Et j'ai été le voir, on a discuté, et je me souviens, mon argumentation elle était simple, je lui ai dit le fait que tu sois noir n'a absolument aucune utilité dans mon histoire, donc ça ne sera jamais traité. Et donc il était super content. C'était évidemment quelque chose qui te changeait de rajouter sans cesse la carte chant du ghetto, j'ai beaucoup souffert. Donc voilà, c'était quelqu'un vraiment de sympa. Non mais j'ai eu beaucoup de chance, parce que sur un film, quand vous êtes avec quelqu'un comme de l'importance de Jeff Bridges, c'est lui qui donne le tempo. S'il veut me pourrir la vie, il me pourrit la vie. S'il est sérieux, soumis à mes ordres, les autres vont faire pareil. Qui va s'opposer à la façon dont Jeff Bridges veut se comporter? Personne. Donc en fait, grâce à lui, le tournage s'est très bien passé. Très bien passé. Donc Henry Rollins vient lire une fois, enfin vient lire, mais j'avais pas vu son nom sur la liste. Et donc quand je vois arriver son nom, je dis Henry Rollins. Je dis c'est le mec de Black Flag, alors la bonne femme ne savait pas évidemment. Et donc je le vois rentrer, je lui dis est-ce que ça vous embête qu'on parle de Black Flag? En fait c'est comme ça qu'il trouve aussi. Il dit non, pas du tout. Et je lui dis écoutez, il n'y a pas vraiment de rôle, on peut faire un petit truc, si vous pouvez venir travailler 2 jours, 3 jours sur le film, moi j'écris un petit truc pour vous, vraiment je serais vraiment super content. Voilà. Et donc j'ai entretenu une relation après avec lui. Une relation que j'aurais dû continuer. Comme avec Viggo Mortensen, en fait, sur un film, il y avait Viggo et on s'entendait bien parce qu'il parlait un peu français. Mais il était tout petit à l'époque. Puis bon, la vie fait que... J'ai pas été assez, comment dire, calculateur. Mais même dans le bon sens, c'est-à-dire j'ai pas assez géré ma carrière. Il y avait un côté peut-être un peu je m'en foutiste, que je regrette maintenant. Je regrette vraiment. L'échec du film et de son histoire démarre véritablement dès 2002. Vous voyez, donc je fais le film fin 2000, 2001, bon, on peut se dire ah oui, ça bouscule un peu, mais bon, dès 2002 j'ai bien compris que c'est fini. Et de 2002 à 2007 je reste aux États-Unis. Donc il y a 5 ans pendant lesquels je ne veux pas reconnaître cet échec. Et je ne peux pas admettre que ça va être très compliqué de remonter, de regrimper la falaise. Et c'est aussi 5 ans pendant lesquels les gens
qui me fréquentaient professionnellement sur ce film, évidemment, ont disparu. Et aussi, tout ça va de pair. Donc il y avait effectivement un goût d'échec. Revenir en France, ce que j'ai repoussé le plus longtemps possible, c'était admettre que je m'étais planté. Donc voilà, c'est vrai que quand je parle des bouquins, oui, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi il n'y a pas un producteur qui, sur un de mes bouquins, ne m'ait pas dit tiens, ça m'intéresse, on prend une option, on met 3 francs 6 sous et j'essaie de travailler là-dessus. Vraiment, je ne comprends pas. Et là donc, quelqu'un me parlait de mon manque de fierté. Enfin, je n'affirmais pas une fierté. Là, voilà, je l'affirme. Je pense que mes bouquins méritent d'être lus par des producteurs un petit peu compétents. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ils ne veulent pas le lire. C'est pas grave. Maintenant, j'ai suffisamment de... Le temps a suffisamment passé, je n'ai plus d'amertume, j'ai plus de tristesse, j'ai pas de... Oui, et si on me le demande, là, si je vous dis la vérité comme je l'ai dit dans le documentaire, oui. Je sais très bien que ce serait compliqué de faire un deuxième film. Ils auraient 50 bonnes raisons pour que ce ne soit pas moi qui le fasse. Mais bon, on verra bien. Mais votre analyse, elle est juste et en même temps, elle est inexacte dans la façon dont les choses sont pensées parce que Scud faisait partie des scripts que j'ai écrits entre 2002 et 2007. Et c'est le script sur lequel je me suis battu, à mon avis à tort, je me rends compte maintenant, car le sujet ne paraissait pas assez commercial aux producteurs de l'époque. Parce qu'ils ne comprenaient pas bien ces histoires de disques, de pirates, de machin. Mais je pense qu'ils ont vraiment tort, parce que ça correspond à ma génération en tout cas. Mais je me suis arc-bouté sur cette histoire, j'en ai écrit plusieurs versions, et donc quand je suis revenu en France, il n'était pas difficile pour moi d'adapter en tout cas l'univers américain, de le transformer en univers européen. Il a été par contre plus compliqué de passer de l'écriture de scénario à l'écriture d'un bouquin. Parce que ce n'est pas les mêmes automatismes, enfin les automatismes du scénario n'apparaissent pas, ne sont pas utiles, je veux dire, sur un livre. Donc en fait, d'une certaine façon, c'est comme réapprendre à écrire quand même. Parce que je pensais être simplement un truc, de dire bon ben voilà, les dialogues, je vais mettre un petit truc autour. Non, ce n'était pas le cas. Il a fallu vraiment... donc le premier bouquin, j'en ai un peu bavé. Mais voilà, c'est plutôt ça. Et il se trouvait que c'était cet univers du disque, évidemment, peut-être je ne l'ai pas réfléchi comme ça, mais c'est évidemment un univers dans lequel je me sentais... Il y a aussi ça, si c'est vrai. Il y a aussi le fait que j'ai jamais... À ce moment-là, je ne pensais pas que j'allais en écrire 5, 6, ou qu'on serait aujourd'hui en train de parler de mes bouquins et qu'un type aurait fait un documentaire. Donc, mon idée c'était de faire un livre, comme mon idée était de partir coucher avec ma copine qui habitait à Los Angeles, comme mon idée ensuite était de faire un court-métrage et puis voir ce qui se passerait ensuite. Une chose à la fois. Donc ce bouquin, je me souviens, je pensais à l'époque, je me disais, si le livre existe, l'objet existera. Et il y avait quelque chose qui faisait que je trouvais que le film avait été confisqué dans son état d'objet, même s'il y a un DVD qui existe. Mais la copie 35 mm, je ne sais pas où elle a disparu, c'est pas moi qui l'ai. Donc l'objet, je me souviens dire à mes amis à l'époque, voilà, il existera, on pourra en penser ce qu'on veut, ce bouquin existera. On pourra mettre le doigt dessus. Donc voilà, c'était ça, et si je peux faire un truc sur le rock, donc je n'avais aucune censure et aucune retenue en écrivant le livre. Je disais, on verra bien. Le livre n'a pas été travaillé comme il fallait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Rénal est parti de Fayard au moment où mon livre est sorti. Donc le livre est un peu tombé comme ça. Et il y avait une attachée de presse qui a beaucoup travaillé sur le livre et qui m'a eu un peu de presse, mais bon, voilà, les ventes n'étaient pas des ventes exceptionnelles. Et comme Rénal était parti, c'est en fait à ce moment-là que la rencontre avec Guérif s'est passée sur le cinéma. On parlait pas mal de cinéma la première fois, il m'avait demandé de répondre à une interview pour une revue qui s'appelle 813, où je parlais justement de ma période, la période où j'étais aux États-Unis.
Et quand j'ai vu l'enthousiasme de Guérif, de François, pour le film, je me suis dit, il faut que je leur file un bouquin qui soit dans cet esprit-là. Et il a eu la gentillesse ou l'intelligence, ou les deux, je ne sais pas, d'accepter. Voilà. Donc après, je me suis retrouvé chez Rivage, mais moi, j'avais pas la moindre idée de ce qu'était Rivage. Quand les premiers salons où j'allais, donc j'avais un bouquin ou deux bouquins, et on me disait, t'es chez qui, Rivage? Je voyais bien que les gens faisaient, ah ouais. Donc, je me disais, tiens, Rivage, c'est important. Mais j'avais pas lu le Dahlia Noir, j'avais pas ces choses-là me passaient. Alors après, j'en ai lu quand même. Ouais, mais vous n'étiez pas un gros lecteur de noir à l'époque? Non. Je ne suis toujours pas. Je ne suis toujours pas. J'aime beaucoup Pete Dexter. Voilà, j'ai lu 5 ou 6 livres de lui. J'ai lu quelques noirs, mais je suis vraiment pas un connaisseur. C'est faire, à la manière des films des années français des années 30, c'est faire des livres populaires. Comme il y avait ce cinéma populaire, Carnet, Renoir. Donc voilà, donc je pense que le noir, pour moi, c'est en fait juste un véhicule dans lequel on peut mettre tout ce qu'on veut. C'est pas pour rien que toutes les maisons d'édition maintenant ont leur propre succursale noire. Que ça soit perçu par les aficionados de la littérature comme un sous-genre, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est des effets de mode, c'est des effets d'époque. Mais effectivement, dans le noir, vous pouvez faire de la pornographie, enfin vous pouvez faire SAS, comme vous pouvez faire des livres politiques qui défendent le féminisme, comme vous pouvez faire des trucs de science-fiction. Donc c'est vraiment un véhicule, j'ai l'impression que c'est le dernier genre que les gens lisent encore, et dedans évidemment des niches sont créées, mais à part ça et le roman à l'eau de rose, je suppose existe encore, mais je ne sais même rien, il n'y a plus rien, le roman de guerre n'existe pratiquement plus. Donc dans le noir on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, c'est pour ça que moi mes romans noirs, il n'y a pas de policiers, jamais, parce que je ne sais pas trop comment les policiers travaillent, j'ai rien contre la police, c'est juste que je ne connais pas leur façon de travailler. Puis il y a beaucoup de policiers, d'ex-policiers qui écrivent des romans comme ça, et que chacun de mes livres est différent de l'autre. Et que même la façon d'écrire, je l'écris différemment. Jusqu'à présent, ça a été vraiment des histoires différentes. Les structures sont le plus précises possible, même si des fois elles ne le sont pas assez. Mais je ne peux pas partir dans un bouquin en me disant « oh là, on verra bien ». On verra bien pour le 3e acte. Non, c'est pas possible. Même si, avec ce que j'ai trouvé pour le 3e acte, au moment où j'y arrive, je dis « oh là là, je vais retrouver autre chose ». Mais il faut que j'ai ce sentiment d'un truc qui a été bien ficelé, comme un bon rôti. Voilà. Et la ficelle tient jamais vraiment. Mais c'est important d'avoir ce sentiment-là. J'aime bien les fins qui sont... voilà, qui sont comme un coup de poing dans la gueule, ou un truc vraiment qui... oui, c'est ça, c'est aussi des habitudes du cinéma, je pense. C'est d'avoir des fins qui... Dès le premier jet, je mets du gras, je mets des choses qui sont pas belles ou pas bien, mais j'en ai pas tant que ça. C'est plutôt le premier draft, la première version, le premier jet, le problème de trouver les phrases qui font que je n'ai pas l'impression de recopier ce que j'ai lu ou ce que j'ai vu à la télévision la veille. Parfois ça peut être des choses très banales, ce que je vais écrire, mais je me dis « ah, oui, c'est exactement ça ». Alors ça, comment ça vient pas, c'est comme un air de musique, quoi. Voilà, il colle ou il ne colle pas à l'oreille. Et juste, est-ce qu'il y a eu des romans abandonnés Il y en a un. Il y en a un, enfin, qui n'a pas été abandonné, qui a été écrit. Et moi, je le trouvais vraiment bien, et je l'ai fait lire. Je l'ai fait lire à un agent, et cet agent était assez enthousiaste, je crois, sur moi. Et ce qu'il m'a dit était pétrifié. Donc, je n'ai pas travaillé avec lui. Je l'ai fait lire à un ami qui est un bon lecteur, et à mon ami. Et tout le monde m'a fait « ouais, c'est pas mal, c'est bien ».
Ah, j'ai dit, oh là là. Donc je me suis dit, bon, il y a un problème, j'arrive pas à voir quel est le problème, je pose ce texte-là et je recommence autre chose à zéro. Donc ce texte est quelque part, enfin je sais où, mais je veux dire, il est mis de côté, et de temps en temps je prends des notes en me disant, bah, c'est peut-être ça l'axe pour reprendre l'histoire, etc. Mais je l'ai écrit vraiment en entier. Ça devait être la suite d'Amor. Et ça s'appelle Famille recomposée. Et donc voilà, ce truc-là, je ne l'ai pas présenté à mon éditeur à l'époque. On verra. En fait, dans tous les personnages, je pense que c'est plutôt un personnage féminin que j'aime bien. Parce que c'est Viviane dans Amor, la jeune nana qui tombe amoureuse du couple. Parce que c'était les personnages féminins, dans les premiers livres, ils sont plus à la serpe. Parce que j'avais du mal. Je craignais de laisser mes bas instincts masculins écrire des personnages féminins qui seraient trop comme les films que j'allais voir en 1975. Donc je freinais vraiment. Puis au bout d'un moment, dans Amor, il fallait absolument que les personnages féminins soient complets, consistants, forts, voilà. Donc c'était une petite médaille là, je me suis dit tiens. Et j'aime bien cette fille. Elle n'a rien demandé à personne, elle en prend plein la gueule. Donc ouais, j'aime bien les chiens battus de toute façon.